Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Cyclisme Performance. Je suis Maxime Frémaux et aujourd'hui je reçois Joseph Berlinceno qui est entraîneur de l'équipe Continental Groupama FDJ et aussi chercheur de talent pour cette équipe. Salut Joseph, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Du coup, première petite question, la question à laquelle tout le monde passe. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bah écoute, c'est avec grand plaisir aussi que je réponds à l'invitation. Donc moi, je suis entraîneur donc de l'équipe Groupama FDJ Continental. Donc je gère tout ce qui est responsabilité au niveau de l'entraînement au sein du pôle performance de l'équipe Conti. Ok. Et du coup, quel est ton rôle du coup au sein de l'équipe Groupama FDJ, la Continentale? T'es entraîneur, tu fais quoi exactement? Alors moi, je veille au suivi et à l'entraînement des coureurs. Donc à savoir que l'année prochaine, on sera deux, enfin on est deux entraîneurs au sein de l'équipe Conti. Donc voilà, le but c'est d'accompagner les coureurs au niveau de l'entraînement et tout ce qui tourne à côté au niveau de la performance. Ok, ouais, donc t'as un peu le rôle de head coach, mais au niveau de la Conti, et en sachant que la Conti est basée sur Besançon, donc du coup tous les coureurs sont à ta disposition quand tu veux. Exactement, ouais. L'ensemble des 12 coureurs donc l'année prochaine seront sur Besançon. Donc c'est le modèle qu'on a souhaité mettre en place il y a déjà 4 ans au niveau de l'équipe Conti pour avoir les coureurs sur place et pour justement pouvoir proposer un accompagnement encore plus poussé et quelque chose d'unique unique en France actuellement au niveau continental. Donc voilà, l'ensemble du staff est basé à Besançon au niveau Conti, que ce soit les mécanos, les entraîneurs ou directeurs sportifs. Donc on a vraiment cette volonté d'accompagner les jeunes espoirs vers le plus haut niveau. Ok, ouais, donc là du coup c'est vraiment comme la Conti elle est basée que sur les espoirs, vous recrutez les coureurs sortis de catégorie junior, et de ce fait-là ils viennent tous sur Besançon pour profiter de l'accompagnement et de tout ce qui est entraînement, moyens de récupération, tests, etc. sur Besançon. Exactement, exactement, ouais. Ouais, ouais. À savoir qu'on a donc un centre de performance qui a été créé il y a 4 ans, qui est à Besançon, où on a nos locaux, notre service course. Et comme tu l'as dit, au sein de ce bâtiment, on a aussi une salle de sport, des appartements et puis tout un espace dédié à la récupération, en plus d'un laboratoire où on effectue tout ce qui est recherche et développement pour l'équipe, que ce soit World Tour et Continental. Ok, ouais, donc du coup, les jeunes intègrent une structure, on va dire, qui est à la pointe de la technologie et peut-être même certaines équipes pour le tour, peu importe françaises ou autres, n'ont pas accès à toute cette technologie-là. Les jeunes, en fait, ont la chance de pouvoir intégrer un bâtiment au dernier cri avec tous les moyens possibles pour les aider à progresser et à les évaluer, etc. Ouais, tout à fait. C'était le pari hein, il y a 4 ans. C'était de créer quelque chose d'unique qui n'existait pas encore au niveau français. C'est toujours le cas. En France, on est les seuls à pouvoir proposer cet accompagnement-là. À l'étranger, on retrouve hein, des systèmes similaires, que ce soit chez DSM ou alors chez Jumbo-Visma. Mais voilà, au niveau français, on est pour l'instant la seule équipe à proposer, la seule équipe professionnelle en tout cas à proposer ce genre d'accompagnement. Et du coup, la Continentale, elle est uniquement dédiée aux coureurs espoirs et à la formation pour ensuite les faire passer dans l'équipe World Tour. Voilà, exactement, ouais. C'est la volonté aussi, c'est de recruter chez les jeunes, de former les jeunes, de leur apporter quelque chose pour que derrière ils puissent intégrer notre équipe pour le tour. Ou si c'est pas le cas, voilà, pouvoir passer au niveau supérieur, en Continental Pro ou au niveau World Tour, bien évidemment, dans d'autres structures. Mais la base du projet, c'est bien sûr d'intégrer des coureurs de l'équipe Conti dans notre équipe World Tour. D'accord. Bon, du coup, on va attaquer une grosse partie de ce podcast, c'est surtout le recrutement des jeunes. On le voit, c'est à la mode, hein. Toutes les équipes misent sur des très jeunes coureurs. On voit les résultats. Evenepoel ce week-end sur le championnat du monde. Voilà, on va dire, les jeunes on le vend en poupe et font très vite des résultats. Du coup, comment toi et l'équipe vous procédez pour faire le recrutement? Est-ce que tu regardes directement dès les cadets? Est-ce que tu regardes les juniors? Est-ce que tu mets en place des tests? Voilà, c'est une thématique qui m'intéresse parce que je travaille avec la FFC là-dessus et la thématique du jeune talent elle est ultra compliquée, donc je voudrais bien avoir un petit peu ton avis là-dessus. Ouais, c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, chez les professionnels, on recrute de plus en plus jeunes. On le voit hein, avec des jeunes talents, des pépites même, hein, comme Remco qui vient d'être champion du monde et il y a quelques années, il était encore junior. Il avait passé le cap directement en World Tour.
On a pu voir Sian l'année dernière qui est passé de meilleur junior mondial chez Bora. Voilà, il y a ça se multiplie ce genre de cas, mais c'est aussi pour ça que nous la Conti elle est là. Pour nous c'est encore, je pense un peu tôt pour pouvoir recruter des jeunes juniors et les faire passer directement au World Tour. Nous ce qu'on veut c'est forcément au travers de l'équipe Conti, c'est qu'ils soient prêts ensuite en passant au niveau World Tour. Donc c'est aussi pour ça qu'on les forme au niveau continental, pour qu'ils puissent être prêts directement à gagner ou à aider l'équipe à gagner au niveau World Tour. Donc forcément, ça passe par du recrutement pour notre équipe Conti, voilà, avec des volontés aussi au niveau World Tour. On a beaucoup d'échanges avec notre équipe World Tour, avec le staff, les directeurs sportifs, savoir quels profils sont recherchés pour l'avenir, soit sur 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et voilà. Mais voilà, c'est quelque chose de complexe. Donc forcément, comme tu l'as dit, on s'intéresse aux jeunes catégories. On a, on a en place le suivi junior qui fait partie de l'équipe continentale, avec lequel on accompagne, cette année, on accompagnait 6 juniors au sein de ce programme. Donc, le but, c'est de les accompagner avec du matériel, forcément pour les aider. Ils sont forcément des fois dans des structures qui n'ont pas forcément les moyens de les accompagner au niveau matériel, mais c'est aussi leur proposer des stages avec l'équipe Conti ou encadrés en tout cas de notre côté. Et puis leur proposer tout un accès aux ressources sportives et à la performance. Donc on leur propose un entraîneur et aussi on leur propose de passer des tests et tout ce qui est lié au bike fitting, etc. sur notre plateforme à Besançon. Voilà, ça c'est pour le programme junior. Donc ça c'est des juniors qui sont ciblés. Bien sûr, hein, il y a des structures qui travaillent de la même façon que nous là-dessus. Je vais pas les citer, mais voilà, il y a une grosse structure en France qui a mis la même chose en place il y a déjà quelques années et qui ont des très très bons coureurs et des très bons résultats, en tout cas au niveau national et international. Eux ont la possibilité de faire des courses à côté. Nous, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Nous, c'est vraiment cibler et accompagner le coureur. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un nombre réduit de coureurs dans ce suivi. Donc suivi par sur lequel j'interviens avec Benoît Vaugrenard. Donc ça fait aussi partie de mon travail d'entraîneur, c'est aussi de travailler sur le suivi junior, donc avec Ben, qui est un ancien coureur de l'équipe et qui est maintenant directeur sportif au sein de l'équipe pour le Tour. Et donc voilà, la détection, elle se fait aussi au niveau inférieur, donc chez les cadets, au travers du trophée Madio pour nous. Plusieurs courses de référence qui maintenant quand même sont des belles courses pour les cadets tout au long de l'année et qui ont été mis en place par Marc et Yvon. Et c'est aussi là-dessus qu'on va regarder et qu'on va pouvoir suivre les jeunes talents chez les cadets. Donc, bien sûr, faut bien sûr prendre en compte que ces jeunes, ils sont que cadets. Voilà, ils ont moins de 17 ans. Chez les juniors, ils ont moins de 18 ans et faut aussi en être conscient. Donc nous, c'est ce qu'on cherche à relativiser aussi, c'est que avant tout, ça reste des jeunes adolescents qui, pour la plupart, vont aussi à l'école. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc le but, c'est pas de les formater et de les inclure dans un système professionnel. Le but, c'est qu'ils continuent aussi à s'épanouir et voilà, à progresser et à apprendre au sein de notre équipe, avec l'accompagnement qu'on leur propose. Mais c'est pas de les formater et de leur vendre un rêve et leur vendre directement qu'ils vont être champions du monde ou qu'ils vont être professionnels dans quelques années. C'est vraiment bien particulier. Donc Ouais, la donc du coup, détection, ouais, ça se, ça se base du coup un peu sur du scoutisme, on va dire. Tu regardes les comportements en course, tu regardes les résultats, et après tu leur fais peut-être passer des tests pour être sûr tu confirmes ce que tu vois, et voilà, c'est plutôt, on va dire, une vision globale que juste se concentrer juste sur des résultats et se dire, bon, voilà, il gagne tous les week-ends, lui, c'est un futur champion. ouais. Euh, euh, Exactement, ouais. Donc ça, c'est une partie du scoutisme qu'on va faire en interne, on va dire, je peux appeler ça comme ça. Donc avec ce suivi junior qui est propre à l'équipe, avec le trophée Madio qui est bien lié quand même à notre équipe Groupama FDJ. Et à côté, donc bien sûr, il y a tout le scoutisme qu'on va pouvoir faire en se déplaçant sur les courses et en allant observer un peu le comportement des coureurs en course, pouvoir aussi échanger avec eux avant le départ, après la course, voilà, apprendre aussi à connaître un petit peu leur mode de vie, apprendre dans quel cadre
voilà, quel cadre ils évoluent, le cercle familial. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont très intéressantes pour nous. C'est aussi une chose qui fait partie de mon job, on va dire, au sein de l'équipe. Parce qu'en plus d'entraîner, je suis en charge et responsable de la détection au sein de l'équipe. Je me déplace beaucoup sur les grandes courses au niveau national, chez les jeunes, hein, chez les juniors essentiellement, et puis à l'international sur les Coupes des Nations, que ce soit pour les juniors ou pour les espoirs. Donc ça nous permet d'avoir un large panel de détection, et puis ça permet, comme tu le dis, après derrière, de prendre contact avec les jeunes, de leur faire passer des tests, ou de voilà, d'avoir un recul et une vision sur leurs données. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les capteurs de puissance et toutes ces choses-là. Pour la plupart, ils utilisent des plateformes d'entraînement, donc ça nous permet aussi d'avoir un visuel sur ce qui est fait en termes de charge d'entraînement ou de volume. Et de là, on arrive déjà à cibler un petit peu le profil du coureur, mais aussi savoir un petit peu au niveau progression et marge de progression ce qui reste à faire et ce qui est envisageable avec eux. Ouais, c'est ce que j'allais aborder ce sujet avec toi, c'est le côté sur la détection. Moi, j'aime pas trop le mot détection, on est plutôt dans l'identification parce qu'aujourd'hui, on détecte pas un futur champion, on identifie un jeune qui a du potentiel et ensuite derrière, il y a tous les process d'accompagnement comme tu as parlé et faut pas oublier que un cadet qui a peut-être des super data, faut prendre en compte derrière l'entraînement actuel qu'il a, la marge de progression, hein. C'est ce que je remarque chez des jeunes, hein, quand tu as un cadet où les parents le laissent louper des cours pour aller rouler, ah bah c'est sûr, à la fin de la semaine, il s'entraîne, on va dire peut-être 50% de plus que celui qui va à tous ses cours. Et bah c'est sûr, en termes de résultats, en termes de développement, il est plus vite développé. Et tu te dis, bah tiens, lui, il gagne tous les week-ends, ça peut être un futur pro, alors que tu te rends compte qu'en junior, quand les autres vont commencer à le rattraper, bah en fait, tu vas dire, bah, il y a une disparité de niveau, il était énorme, et maintenant, il est au fin fond du classement, et mince, on est passé à côté. Donc, on n'a pas le choix de tout prendre en compte dans la politique d'identification. Et les plateformes aujourd'hui, c'est clairement l'outil. Limite, si le coureur te fournit pas de données, c'est compliqué pour toi d'avoir un jugement. Ouais, exactement. C'est sûr que on se repose beaucoup là-dessus, forcément à 80%, j'ai envie de dire. Mais il faut pas oublier, comme tu l'as dit, hein, de prendre en compte aussi bah, le côté extérieur, côté familial. Voilà, si, comme tu dis, le jeune, il va s'entraîner 4 fois par semaine, qui rate les cours pour s'entraîner ou qui rate les cours pour aller en compétition, c'est un avantage, entre guillemets, qu'il va avoir sur d'autres athlètes de son âge qui, eux, vont aller à l'école tous les jours et auront simplement peut-être le mercredi, le samedi pour s'entraîner. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut aussi prendre en compte et c'est des choses que tu vas pas forcément avoir sur des plateformes ou à travers des données de puissance. Mais voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, les plateformes d'entraînement, on retire beaucoup de données de tout ça et ça nous aide énormément. Mais comme j'aime le dire aussi, ouais, j'aime beaucoup discuter avec les jeunes et échanger avec eux, que ce soit chez des cadets, hein, des très jeunes, mais chez les juniors aussi ou encore les espoirs, et puis discuter aussi avec leur entourage pour en savoir un petit peu plus. Et de là, on arrive aussi à se faire une bonne idée du coureur. Ah ouais, c'est clair, je te rejoins complètement. C'est un petit peu la politique qu'on est en train de mettre en place aussi avec la FFC sur le fait de ne pas se baser uniquement sur les données issues de tests un jour J, parce qu'au final, c'est juste une photo à un instant T. Il faut prendre en compte derrière le passif d'entraînement, l'expérience. Admettons, tu as un petit cadet qui débute dans le vélo, ça fait 1 an qu'il fait du vélo, il est cadet 1 ou cadet 2, il n'a pas encore eu son pic de croissance, donc les watts seront pas forcément énormissimes, sauf cas exceptionnel, sauf pépite. Mais tu peux te dire, bah tiens, en fait, celui-là, il est pas mauvais. Et quand tu prends en compte, tu dis, ah bah oui, il est pas mauvais, en sachant que ça fait peut-être que 6 mois qu'il fait du vélo. Et derrière, si tu as un processus d'accompagnement, et c'est là où faut travailler avec les clubs pour les accompagner en termes d'entraînement, les faire progresser, leur apprendre le RPE, etc., pour que derrière, on ait des résultats qui soient plus que cohérents et qu'ils progressent, quoi. Donc du coup, c'est là où c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, on parle que des watts, on parle que des watts, mais il n'y a pas que les watts pour que le coureur soit le futur professionnel. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme tu l'as souligné, hein, il y a la morphologie. Il faut prendre en compte aussi la croissance du coureur. Il y a des athlètes qui arrivent à maturité beaucoup plus tôt que d'autres. Et c'est là-dessus que va se jouer aussi la marge de progression. Donc ça, c'est bien évidemment des choses qu'il faut prendre en compte au-delà de tous les tests qu'ils peuvent réaliser. Et est-ce que tu as déjà vu, toi, des coureurs qui auraient des tests ou une VO2 exceptionnelle et à côté de ça,
quand tu regardes les résultats, tu dis bah tiens c'est bizarre, il n'a pas les résultats qui collent avec le profil qu'il a. Oui, tout à fait. Bah, tout à fait. C'est des coureurs qui sont stimulés par ce genre de séance, par du testing. Voilà, c'est des coureurs qui vont arriver à donner leur 100% sur, voire plus, sur des tests. Et en course, au final, voilà, peut-être qu'il y aura de la malchance ou des circonstances de course, mais c'est des coureurs qui vont avoir du mal à s'exprimer. Alors, c'est pas forcément des coureurs qu'il faut mettre de côté. C'est possiblement des coureurs qu'il faut accompagner autrement pour qu'ils puissent réussir en course, leur apprendre certaines choses. Mais on a aussi le cas inverse, des coureurs qui, au-delà des tests et des valeurs de puissance, ne semblent pas très forts ou pourraient passer à côté de belles choses ou d'une carrière. Et à côté de ça, en course, c'est des coureurs qui vont performer, c'est des scoreurs, voire des coureurs qui vont gagner des courses. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention et il faut être attentif aussi, parce qu'on peut passer à côté d'un talent, tout simplement. Hein. On peut passer à côté d'un talent si on regarde que ces données, mais voilà, il faut bien prendre en compte aussi les résultats en course, mais pas que, parce que comme tu l'as dit, dans le sens inverse, un coureur qui va pas faire de résultats en course, c'est peut-être pas forcément qu'il est physiquement un cran en dessous, mais c'est peut-être qu'il aura des difficultés à s'exprimer ou du moins qu'il aura des choses à apprendre pour évoluer et pour progresser. Ouais, du coup c'est un petit peu, on va pas dire la loterie, mais un petit peu. Et du coup toi tu vois ça comment? Si admettons t'as un coureur qui a un cadet ou un junior qui score très très bien en France, et quand tu regardes ses données, tu fais des tests et tu te rends compte que en niveau espoir ou continental, il a pas le niveau. Et tu vois, t'as les minima, on va dire, les prérequis. Et si là tu te dis, bah ok, quand tu vas sur les courses, il se place bien, il court de manière très très intelligente, mais que tu te rends compte qu'en termes de data, tu fais quoi? Tu dis quand même on peut essayer de l'accompagner, ou tu dis clairement bah non en fait là il a pas les prérequis, et on laisse tomber le passage en continental. On prend déjà en compte son âge et sa catégorie, hein, si c'est un junior, si c'est un coureur qui va sortir des juniors et qui va passer dans les rangs espoirs, voilà, qui peut être très bon et gagner beaucoup de courses en junior. Moi, ce que je vais regarder, c'est à quel niveau il gagne ses courses, si c'est au niveau international, au niveau national ou régional. En face de quels athlètes il performe. Si c'est des athlètes qui sont forcément un cran en dessous de lui, que ce soit physiquement ou morphologiquement. Donc on va prendre tout ça en compte. Et puis je vais prendre en compte aussi de quelle façon il va gagner. Par exemple, si c'est un coureur qui gagne tout seul tout le temps, c'est peut-être que voilà, il a des capacités physiques qui sont plus élevées que le reste du peloton et qui va s'échapper souvent et voilà, qui va faire la course seul. Et donc peut-être chez les espoirs, ce sera sûrement un peu plus compliqué, comme le niveau va être plus homogène, et il aura peut-être plus de difficultés. Donc c'est sûr que si ces valeurs sont pas exceptionnelles, mais qu'il gagne beaucoup de courses et que c'est beaucoup de courses en solitaire, on va peut-être se dire, voilà, il est physiquement et morphologiquement plus développé que ses adversaires à l'instant T. Donc peut-être que l'année suivante, ce sera compliqué. Donc à partir de là, voilà, il faut aussi prendre en compte le nombre de places qu'on va avoir dans l'équipe et puis quel profil on va souhaiter recruter. Et puis des fois, voilà, c'est des paris aussi qu'il faut prendre. Étudier aussi la demande et les autres coureurs qui y a en face qu'on pourrait recruter. C'est plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est ultra compliqué parce que dans les régions, t'as toujours un ou deux cadets ou juniors qui gagnent tout, et t'as vite les parents ou la famille ou les clubs qui vont lui monter la tête en lui disant que ça y est, il va être pro, etc., qui va tout casser. Et c'est là où c'est compliqué en fait quand tu commences à discuter. T'as les parents soit souvent qui voilà, ils espèrent le meilleur pour leur enfant, et en fait tu te rends compte que face au public à laquelle il court, bah, oui, il est au-dessus du lot, mais pas forcément pour être au-dessus du lot au niveau national, tu vois. C'est ça qui est toujours compliqué, et de mettre en place et d'échanger, de faire comprendre ça, c'est assez compliqué. Du C'est coup, sûr, ouais. on parlait un petit peu entraînement, et tu parlais du passage junior à espoir, et ça, c'est une question, les auditeurs, on va dire, aiment bien les parties entraînement. Comment toi, tu vois la chose, le passage de junior 2 à espoir, et est-ce que du coup, t'as des juniors 2 qui sont déjà aptes, on va dire, limite à passer en continental sans souci, et t'en as d'autres où il faut que tu travailles. Et comment tu vois ce passage-là, et qu'est-ce que tu mets en place toi en tant qu'entraîneur pour aider ce passage? C'est sûr que c'est un sujet très intéressant. On dit toujours qu'il y a une marche hein, entre le niveau junior et le niveau espoir. Euh, Peut-être pas la même marche qu'il y a entre le niveau cadet et le niveau junior, mais pour moi, entre chaque catégorie, il y a une certaine marche. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, ça va rester le niveau du coureur.
donc du passage junior au passage espoir. Si le coureur fait déjà partie des meilleurs coureurs internationaux, si voilà, il performe au niveau international, s'il fait des podiums en championnat, que ce soit continental ou mondial, voilà, pour moi, ça va être quelqu'un qui aura déjà une base importante pour le niveau Conti. Forcément, il y aura du travail à faire, il y a toujours du travail à effectuer, mais c'est quelqu'un qui aura déjà des facilités pour le niveau continental. Pour les autres, c'est sûr il y aura du travail à apporter, peut-être dans le volume, peut-être dans la charge de travail, forcément. Mais voilà, pour moi, quelqu'un qui performe déjà au niveau international chez les juniors, on l'a vu hein, par le passé, des Romain Grégoire, des Lenny Martinez, c'est des coureurs qui ont eu énormément de facilité à s'intégrer dans le niveau Conti, au niveau espoir. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, ils ont pu performer et gagner dès leur première année chez les espoirs. C'est le cas d'autres coureurs, bien sûr. Je cite ceux-là parce qu'ils font partie de notre équipe. Oui, 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 bien entendu. Mais du coup, en fait, ouais, tu pars du principe que, pas forcément du principe, mais si le jeune performe, on va dire, à l'échelle internationale ou qu'il soit dans le top niveau national, il aura plus de facilité que celui qui n'a peut-être pas encore fait de sélection internationale, du coup, il s'est pas confronté à un peloton encore plus haut niveau. Et là, tu peux te dire, OK, il est bon à l'échelle nationale, mais il aura toujours le petit cap à passer parce que le niveau va augmenter et du coup, il va falloir fournir plus d'efforts. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, à savoir aussi que le format de course change un petit peu hein, entre les courses juniors et les courses au niveau Conti. Hein. De la même façon que les courses sont différentes au niveau espoir, que ce soit des courses UCI au niveau espoir ou des courses de classe 2 ou de classe 1, forcément on a des formats de courses qui sont différents et voilà, c'est tout des choses auxquelles on doit habituer le coureur et on doit l'entraîner pour ça aussi. Donc pour moi, un coureur qui est très performant au niveau international chez les juniors. Pour moi, il n'y aura pas de souci à l'intégrer au niveau supérieur. Voilà, où on va forcément travailler sur ses points forts, minimiser ses points faibles pour qu'il soit le plus performant possible par la suite. Ouais, d'où le rôle de formation de l'équipe Conti, d'avoir un coureur qui passe de junior à espoir dans votre structure, et du coup, il a peut-être une saison ou deux saisons pour découvrir le monde professionnel, le schéma de course, pour ensuite commencer à avoir des résultats et pouvoir intégrer la World Tour derrière. Tout à fait, ouais. Vous, c'est Le vraiment but, votre boulot. exactement, ouais. Le but, c'est dans le meilleur des cas, hein, c'est un coureur qu'on va suivre chez les juniors dans notre programme junior, que ce soit sur un an ou deux ans, suivant en quelle année il arrive. Et puis derrière, l'intégrer dans notre structure Conti. Pour lui, il aura déjà des facilités à s'intégrer, comme il aura déjà suivi un petit peu le fonctionnement. Voilà, tout ce qui est plateforme d'entraînement, suivi de l'entraînement. Il aura déjà toutes les bases de travail, il saura comment fonctionne l'équipe, il connaîtra déjà le staff, donc c'est déjà toutes des choses en moins à apprendre dès sa première année chez les espoirs. Et puis par la suite, voilà, il va arriver en niveau continental dans notre équipe. On va lui apprendre beaucoup de choses forcément, que ce soit au niveau sportif, sur les courses, ou au niveau de la performance, de la récupération, de la nutrition. Et puis par rapport à ça, il pourra continuer sa progression et puis intégrer le niveau World Tour par la suite. Donc une des choses aussi qui nous a beaucoup aidé depuis ces deux dernières années, c'est le fait que nos coureurs au niveau Conti, de l'équipe Conti, peuvent aller courir avec l'équipe World Tour de temps en temps sur certaines courses et qu'on puisse avoir ce genre d'échange, ça facilite beaucoup la transition ensuite entre l'équipe Conti et l'équipe World Tour lorsqu'un coureur passe au niveau supérieur. Ouais, donc ça reste la grosse thématique principale de ton travail et de l'équipe continentale, c'est, on va dire, le mot-clé formation. Tu fais de la Exactement, ouais. formation en termes de schéma de course, formation en termes d'entraînement. T'accompagnes le jeune. En fait, vous êtes juste le palier entre le passage junior où il est top niveau à intégrer le World Tour. On va dire, c'est pour Exactement, ouais. C'est exactement ça. minimiser les pertes comme on a eu il y a quelques années où des coureurs en junior sont champions du monde ou gagnent des coupes du monde et en fait ils intègrent très vite une équipe pro et tu te dis au bout de 2 ans ils ont pas de résultats, ils arrêtent le vélo et limite c'est pour limiter ces pertes là du coup. Exactement, ouais. Donc moi j'aime bien reprendre ce mot comme tu l'as dit, donc la formation. Et voilà, forcément on est des entraîneurs, mais pour moi on reste des accompagnateurs. Enfin, on va rien révolutionner chez eux. Si l'athlète c'est un talent, si c'est une pépite, voilà, qu'il ait un tel ou un tel entraîneur, voilà, je pense qu'il restera très fort. Après, nous, ce qu'on met en place, c'est de l'accompagnement. On est des accompagnateurs et on les accompagne justement vers le plus haut niveau.
donc au travers de la formation et de l'équipe Conti. Ouais, et puis nous, en tant qu'entraîneur, le but, c'est que le talent ou la pépite, c'est qu'elle s'exprime au plus haut niveau. En fait, on s'en fout un petit peu que ça soit le meilleur junior ou le meilleur espoir du monde. Ce qu'on veut, c'est qu'à terme, il soit le meilleur coureur du monde. Donc, du coup, le but, c'est de l'accompagner et de le former pour qu'il soit le meilleur en World Tour et pas forcément chez les juniors 2. C'est bien, mais s'il veut faire carrière, c'est en World Tour, c'est pas en étant le meilleur junior. Donc, du coup, le process d'accompagnement et formation est carrément bien ancré là-dedans. Oui, tout à fait. Nous, on fait de la formation donc auprès des jeunes, hein, que ce soit bon, dès les juniors, mais essentiellement chez les espoirs au travers de l'équipe Conti. C'est dans le but voilà, qu'ils apportent, eux, une plus-value au sein de l'équipe pour le tour quand ils passeront au niveau World Tour. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on identifie les coureurs, on va identifier leur potentiel et quelle plus-value ils vont apporter au niveau World Tour s'ils intègrent l'équipe World Tour. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est un petit peu la plus-value et de la prédiction aussi en se disant, bon, bah voilà, lui, on le recrute et on le forme parce que dans tous les cas, dans 2 ans, son objectif, c'est que lui, il nous apporte une plus-value dans l'équipe et grâce à son potentiel, on peut prédire que ça collera avec ce qu'on recherche. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ok. Et du coup, niveau entraînement, à peu près, si tu peux donner quelques chiffres, ça, les auditeurs sont assez friands de chiffres et de watts. Au niveau volume d'entraînement, à quoi ça représente, on va dire, un coureur qui passe de junior à espoir au niveau continental? Il y a combien Oui, d'heures d'entraînement par écoute, semaine? on peut être surpris, hein, mais de suivre des jeunes coureurs dans notre programme junior depuis maintenant donc, 3 ans, un peu plus de 3 ans, depuis qu'on a remis en place le programme, je me rends compte que les juniors roulent parfois beaucoup plus que nos coureurs espoirs en Conti. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais voilà, il y a des coureurs juniors qui roulent énormément. Il y a des juniors qui sont déjà à 15 000, 18 000, 20 000 km par an, ce qui pour moi est énorme au niveau junior, hein, quand tu as moins de 18 ans. C'est énorme. Et puis voilà, au niveau Conti, au final, c'est peut-être sur ces bases-là qu'on va être. Donc parfois, quand ils intègrent l'équipe Conti, ils vont se faire la réflexion et se rendre compte qu'ils ont l'impression de rouler moins de l'hiver, d'en faire moins que ce qu'ils en faisaient avant. Et ils ont souvent peur de ne pas être prêts à l'entame de la saison. Et puis au final, voilà, au fur et à mesure que les mois passent et que la saison défile, ils intègrent ce process-là. Mais voilà, c'est vrai que nous, en termes de volume horaire par semaine, ça peut varier en fonction du profil du coureur. On travaille aussi beaucoup sur l'âge du coureur. C'est vrai qu'un coureur qui sera Espoir 1 fera pas le même volume qu'un Espoir 4, forcément. Il aura aussi pas forcément le même programme de course. On va minimiser un petit peu et on va essayer de le préserver au maximum pour préserver sa marge de progression. Donc, on va éviter un maximum toutes les courses les plus longues et les plus sollicitantes, même si, bien sûr, voilà, il ne faut pas passer à côté des grands objectifs. Mais voilà, un coureur, c'est en moyenne entre 15 et 20 heures semaine chez nous pour un coureur espoir. Forcément, il y a des exceptions. Il y en a qui vont être à 20, 25 heures, 30 heures parfois. Donc ça, ce sera dans les grosses semaines de charge. Mais voilà, il y a aussi des coureurs qui ont besoin de moins de volume, qui supportent pas forcément les gros volumes d'entraînement, mais qui supportent bien la charge. Donc voilà, c'est de l'adaptation et de l'individualisation beaucoup hein, de l'entraînement. C'est vraiment important. Et du coup, je pense que bah, tu l'as dit tout à l'heure, l'entraînement est monitoré avec une plateforme d'entraînement. Je pense que l'ensemble des coureurs roulent avec capteur en course, à l'entraînement et sur les vélos de chrono. Tout à fait, ouais. Donc forcément, on travaille donc avec une plateforme d'entraînement privée qu'on développe avec l'équipe, où chaque coureur donc transfère ses entraînements, ses courses sur cette plateforme, donc chaque jour, pour que nous derrière on puisse faire les analyses, faire des feedbacks et qu'on puisse voilà, améliorer tout un tas de choses et aussi pour pouvoir donner un retour à l'athlète, ce qui pour nous reste quand même important. Et donc voilà, sur les vélos d'entraînement, sur le vélo de course et sur le vélo de chrono, les coureurs sont équipés de capteurs de puissance. Et donc, une grosse partie de ton travail aussi, c'est de veiller à une bonne répartition des intensités, des sorties endurance pas trop intenses, comme on a tendance beaucoup à le voir chez les jeunes. Ils ont beaucoup tendance à rouler plus fort que ce qu'ils devraient. Et du coup, voilà, bien respecter les zones cibles, on va dire, entre guillemets, les cibles. Hein, y a pas, j'aime pas employer ce mot-là parce qu'on a l'impression qu'on robotise l'athlète, mais juste lui donner des indications sur des limites à pas trop dépasser pour faire vraiment une séance de qualité efficace en fonction de la thématique travaillée.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est la première chose qu'on va apprendre aux coureurs. Enfin, c'est la première chose sur laquelle on va échanger quand le coureur intègre l'équipe et lorsqu'on va débuter l'entraînement avec un nouveau coureur. Des fois, voilà, on va avoir le cas avec des coureurs étrangers qui travaillent avec le système anglo-saxon et qui ne sont pas forcément habitués à l'échelle EASY, échelle qu'on utilise nous au sein de l'équipe pour les intensités. Donc notre première mission, ça va être de les former et de leur expliquer justement ce fonctionnement pour qu'on soit bien calibré et pour être sur la même longueur d'onde. Et donc bien sûr, comme tu l'as dit, pour pouvoir produire des séances de qualité. Forcément, il y a des coureurs qui vont avoir tendance à vouloir en rajouter un petit peu, qui vont vouloir rouler un peu plus fort, etc. Mais petit à petit, on arrive toujours à trouver à placer le curseur au bon endroit pour que le coureur soit le plus performant, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Là, on revient encore du coup sur le côté formation, d'accompagner l'athlète. Là, on forme l'athlète à écouter son corps, la perception, l'intensité, comprendre tout ça pour que derrière, le schéma d'entraînement, le schéma de performance soit efficace et adapté à lui. Du Oui, coup, tout à fait. Ouais. c'est c'est ce que j'aime bien aussi quand je travaille avec les jeunes, c'est ce que j'explique aux parents, c'est le fait que avant de leur donner un programme d'entraînement, de construire quelque chose pour eux, c'est déjà de leur faire comprendre leurs sensations et à partir de là, rien que déjà ça, au niveau du monitoring de leur entraînement, ils vont progresser alors que t'as encore rien mis en place, mais juste le fait que ils vont bien rouler aux intensités cibles ou aux intensités voulues entre guillemets, bah là ils vont vite progresser, passer un cap parce que souvent ils font des sorties endurance, mais ils roulent à plusieurs, c'est la course. Du coup, l'entraînement du mercredi n'est pas de l'endurance, c'est de la course. Le reste de la semaine n'est pas dédié à la récup. Et rien qu'à recalibrer tout ça, bah, tu te rends compte qu'ils passent un cap alors que t'as rien changé en termes de volume et en termes de spécificité. T'as juste remis des choses en place logiques, mais où l'athlète n'avait pas été formé sur ce point-là. Mm. Tout à fait, ouais, c'est bien important de mettre des sensations en face des échelles et de chaque intensité. C'est aussi là-dessus qu'on travaille et qu'on forme les coureurs. Et bien sûr, sur notre plateforme, on a tout ce retour aussi subjectif qui est important pour l'entraîneur, qui montre aussi si le coureur est apte ou pas à décrire sa séance d'un point de vue subjectif. Et dernière petite question du coup pour clôturer ce podcast, je vais te parler d'une thématique qui est un petit peu en vogue aussi en ce moment, c'est sur le testing. Du coup, est-ce que toi, tu es un adepte avec l'équipe de mettre en place des tests? Et si oui, quel genre de test et combien de fois dans l'année tu testes un coureur? Ou est-ce que tu préfères du coup utiliser les données du terrain? Alors c'est vrai que j'ai toujours bien aimé le testing, que ce soit voilà pour différentes choses. Au sein de l'équipe, c'est pas forcément quelque chose que j'aimais en tout cas ou que j'aime mettre en place régulièrement du fait qu'on ait beaucoup de données, que ce soit à l'entraînement ou en course. Et pour moi, le testing, ça reste comme on l'a dit, hein, des fois c'est des chiffres à l'instant T. Donc il faut aussi prendre en compte un peu l'environnement extérieur et toutes les choses qui gravitent autour, hein, parce que l'athlète, on fait un test, mais voilà, il peut ne pas être dans un bon jour ou il peut être dans un excellent jour, et au final, l'interprétation sera différente aussi de ce test-là. Après, ça reste important, je pense, de faire des tests. On remet en place depuis cette année des tests VO2 max sur le terrain à Besançon, donc auprès de l'équipe Conti. Ça nous permet aussi d'avoir des données et de pouvoir suivre avec nos coureurs qui intègrent l'équipe Conti et qui basculent par la suite dans l'équipe World Tour et qui peut-être feront des longues carrières chez nous, d'avoir des données sur plusieurs années, de voir un petit peu l'évolution des coureurs. Donc pour moi, ça reste intéressant de faire des tests, mais voilà, avec modération. Forcément, on fait du testing en début de saison, au mois de janvier ou février, lorsque les coureurs sont en période de préparation. Et on fait du testing également à notre dernier stage de préparation au mois de février en Espagne. Ça permet un petit peu voilà, de jauger un petit peu la forme de chacun et de les mettre en situation de course, entre guillemets, et puis un petit peu en confrontation, parce que c'est vrai qu'après, derrière, ils aiment bien comparer leurs données ou leur temps de montée ou toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'ensuite, dans la saison, c'est des choses qu'on va pas créer tous les mois. Voilà, j'ai envie de dire, on fait maximum 2 à 3 sessions de tests par an. Il faut justifier ça aussi par le fait, comme j'ai dit, qu'on a beaucoup de données à l'entraînement, beaucoup de données en compétition, et puis que l'athlète, pour moi, reste quand même beaucoup plus stimulé lorsqu'il a un dossard et lorsqu'il est en compétition. Ouais, du coup, tu fonctionnes en mode un gros suivi longitudinal, données du terrain, données entraînement, données compétition, données des tests. Et du coup,
à force de collecter ces datas, tu as un profil assez complet de l'athlète. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok, parfait. Du coup, moi, je j'ai pas d'autres questions. Si toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette thématique, mais Non, moi, bah, j'ai pas j'ai fait un peu le tour des d'autres questions. choses. Ouais. Non, c'était ça. Parler de formation, de développement, pour moi, c'est des points clés pour l'accompagnement des jeunes. En sachant, voilà, c'est ça notre but, c'est que toi, la FDJ ou moi, on travaille avec la FFC, c'est d'identifier des jeunes et de les accompagner pour ensuite performer à haut niveau. Donc du coup, voilà, on n'a pas le choix de mettre en place de la formation, de l'éducation, travailler en amont pour qu'au final, à terme, ils soient performants sur le haut niveau et là où c'est le plus important. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et puis voilà, bien prendre en compte que voilà, les différentes structures doivent aussi travailler main dans la main, si j'ai envie de dire, hein, que ce soit nous au niveau professionnel, on est aussi voilà, très attaché au club. Donc pour nous, c'est important d'avoir des échanges avec les clubs dans lesquels nos coureurs font partie. C'est important aussi d'avoir des échanges avec la FFC, que ce soit au niveau espoir, junior ou au-delà. Il y a des choses qui sont mises en place donc de leur côté, de notre côté. C'est bien de ne pas travailler aussi en doublon. Donc voilà, c'est important de notre côté pour accompagner le jeune, que tout soit bien en phase pour qu'il puisse performer et puisse évoluer dans les meilleures conditions. Eh ben super. Du coup, on espère que je te souhaite surtout de détecter un talent, d'identifier un talent, que tu accompagnes des cadets jusqu'à à une victoire du Tour de France. Je pense que c'est ce que tout le monde aimerait et souhaiter. Donc du coup, ça serait vraiment parfait qu'il passe entre tes mains et que tu puisses te dire, bah tiens, en fait, au bout de 8 ans, bah, je l'ai accompagné des cadets et là aujourd'hui, il joue le podium du Tour de France et derrière, voilà tout ce qu'on a mis en place. Et c'est pas juste, beaucoup de gens pensent que c'est facile de trouver un Remco ou de trouver un Pogacar. Voilà, tu vas sur une course, tu le trouves, tu l'accompagnes, tu le mets sur le tour. Mais derrière, il y a quand même du boulot en amont pour l'amener à ce niveau-là et qu'il soit surtout performant à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a du boulot en amont, il y a du boulot pendant, et voilà. Et puis c'est beaucoup de personnes aussi qui interviennent, hein. Il n'y a pas que l'entraînement, il y a toutes les autres personnes qui gravitent autour. Et voilà, c'est vrai que c'est une belle récompense ensuite quand on sait qu'un coureur est passé entre nos mains, qu'il a fait toute sa carrière entre nos mains et qu'au final derrière il a une belle récompense, une belle victoire sur un grand tour ou un titre mondial ou européen, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bah, du coup, je te remercie d'être intervenu sur ce podcast et je te Bah, souhaite merci bonne à toi. continuation et bonne saison 2023, du coup, vu que là, c'est la fin de saison. Donc, Tout à fait, ouais. bonne petite coupure et ensuite, direct dans la préparation pour 2023. Merci beaucoup, merci à toi et puis bah, bonne continuation également. Salut Joseph. Bye bye. Vous pouvez retrouver Cyclisme Performance sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi sur notre site internet cyclisme-performance.com. Et petite nouveauté, l'espace formation a une adresse dédiée qui est formation.cyclisme-performance.com.